Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'invention de la paix. De la République chrétienne du duc de Sully à la Société des Nations de Simón Bolívar. Du même auteur. Les nouveaux défis de l'intégration en Amérique latine, l'Harmattan, Paris, 2010. Documentos sobre el Congreso Anfictionico de Panama, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2010. Sistemas compleros. Perspectiva de una teoria general, UAM Azcapotzalco et Anthropo, Barcelone, 2010. Inventarea Passi. Historia Proyectelor Confédérative de la Ducelle de Sully la Simón Bolívar, logo, Bucarest, 2009. Invención de la Paz. De la República Cristiana del Duc de Sully à la Sociedad de Nación de Simón Bolívar, UAM Azcapotzalco et Siglo XXI Editores, Mexico, 2009. El Congreso de Panama y otros ensayos de integración en el siglo XIX, UAM Azcapotzalco et EON, Mexico, 2006. Integración económica en América Latina, hacia una nueva comunidad regional en el siglo XXI, UAM Azcapotzalco et Plaza y Valdés, Mexico, 2006. México más allá del TLCAN. Competitividad y diversificación de mercados, UAM Azcapotzalco et Plaza y Valdés, Mexico, 2004. Ouvrage collectif. Teoria de sistemas. Reconstruction de un paradigma, UAM Xochimilco et Porrúa, Mexico, 2001. Nuevas dimensiones de la integración norteamericana, del TLCAN a la integración hemisférica, UAM Iztapalapa et Plaza y Valdés, Mexico, 1999. Ouvrage collectif. Libéralisation del comercio en el hemisferio occidental, Institut de recherches économiques, UNAM, Mexico, 1998. Procesos de integración en América Latina, Enfoque y Perspectiva, Université de Stockholm et Institut des hautes études de l'Amérique latine, Stockholm, 1996. Ouvrage collectif dirigé avec G. Couffignal. À Alan Herman, mon fils. Remerciements. La consultation de plusieurs fonds a été précieuse pour cet ouvrage. Le fonds réservé est la collection numérisée de la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale du Mexique, l'Archive historique Genaro Estrada, la Bibliothèque La Fragua et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Ces recherches furent conduites dans le cadre de la chaire Simón Bolívar de l'IHEALCREDAL, de l'Université de Paris 3. De même, la traductrice Audrey Obou souligne la collaboration de collègues et d'amis chers, Esther Iglesias Le Saga, Roré Basseif Cunhart, Santiago Borrero Mutis, Joël Chassin et Alejandro Chanona Bourguete, ont été d'une aide incommensurable. À tous, l'auteur veut exprimer ses vifs remerciements pour leur soutien et leur généreuse sollicitude. Introduction. Le 29 juillet 1899, les représentants de 24 pays du monde signaient dans la ville hollandaise de La Haye les accords qui donnaient naissance à la première institution de la légalité internationale, le Tribunal permanent d'arbitrage. Cette toute première concrétisation de la loi des nations était l'héritière d'un des rêves les plus anciens de l'humanité, la création d'un régime confédéral capable de renforcer les liens entre ses différents membres et de favoriser leur coexistence pacifique. Ce travail est consacré à l'étude de ces projets, défendus par des hommes d'État et des penseurs depuis l'époque des amphictyonies grecques jusqu'à celle des congrès latino-américains du XIXe siècle, ainsi qu'à la continuité et les filiations intellectuelles qui existent entre eux. La méthode employée est essentiellement historiographique et a deux objectifs principaux. D'une part, il s'agit de reconstituer la généalogie des projets de confédération amphictyonique, lointains antécédents de l'intégration européenne, et d'autre part de mettre en lumière leurs relations, méconnues, avec le plan de Panama conçu par Simón Bolívar vers la fin de la guerre d'indépendance de l'Amérique hispanique. Dans cette double perspective, l'œuvre propose un panorama intégral de la pensée confédérale, en s'appuyant sur des documents en version originale. Le croisement de ces deux objectifs susdits permet de faire le lien entre le tronc gréco-romain et le tronc européen, et entre ce dernier et le latino-américain,
filiation que cette étude est la première à démontrer. L'explication des idées confédérales tourne autour du processus de transmission et de réception des initiatives de 5 personnages fondamentaux. Philippe II de Macédoine, le duc de Sully, l'abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau et Simone Bolivar. Entre eux s'est glissée une pléiade d'auteurs également significatifs, qui ont enrichi et modulé la pensée amphictyonique. Émeric Crusset, Hugo Grotius, Emmanuel Kant, le comte de Saint-Simon, Cecilio del Valle, Silvestre Pinheiro Ferreira, Lucas Alaman et les membres des congrès d'Union latino-américaine. Les contextes dans lesquels est né et prend sens chacun de ces projets ont une caractéristique commune, qu'il s'agisse des cités-États grecques, descendantes d'un passé mythique unitaire, des monarchies ou des républiques européennes créées après l'effondrement de l'Empire romain, ou des États nés de l'atomisation de l'Amérique espagnole, les aspirations amphictyoniques invoquent toute l'unité perdue et proposent sa réformation. Elles ne cherchent pas une restauration à l'identique du passé, mais une institutionnalisation de la paix et de la coopération entre les nouveaux États. Écrites en latin, en anglais, en espagnol, en allemand et surtout en français ancien, les versions originales de ces projets ont été consultées dans les fonds réservés et patrimoniaux de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque nationale du Mexique, de la Bibliothèque La Fragua du Secrétariat des Affaires étrangères du Mexique, ainsi que de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Des extraits tirés des projets les plus importants sont reproduits en annexe. Cet ouvrage s'adresse à un public qui s'intéresse aux origines les plus lointaines des intégrations en Europe et en Amérique latine, à la généalogie intellectuelle du projet amphictyonique de Bolivar, au fondement intellectuel des mécanismes de pacification entre États, et surtout à la vieille et toujours complexe question de l'articulation entre souveraineté nationale et intégration internationale. Chapitre 1 – Une origine légendaire. Les tyrans s'inclinèrent, ils se laissèrent convaincre de renoncer à leur tyrannie, de libérer leur patrie et de les intégrer à la Confédération. Polybe. Aspiration unioniste, souci d'ordre moral ou étape nécessaire dans le développement des États? Les premières amphictyonies accompagnent la formation de la civilisation grecque, et leur histoire se prolonge durant presque 800 ans, entre le VIe siècle AV. JC et le IIe siècle APR. JC, c'est ligue ou confédération de peuples ou d'États dont les délégués se réunissaient en congrès, autour d'un sanctuaire commun, avait pour objectif de réglementer les rapports entre les différentes tribus d'une nation auparavant unie. La légende raconte que la première ligue fut créée par Amphictyon, fils de Prométhée, un des héros mythiques de la Grèce. Elle était composée d'une assemblée où étaient décidées en commun les règles de sécurité et de sociabilité qui présideraient aux relations entre les membres, entre autres, notamment, la protection des sanctuaires et l'organisation de cérémonies rituelles et de jeux sportifs. Le message de cette organisation serait repris par les amphictyonies postérieures. Il s'agissait de rendre moins fréquentes les guerres grâce à des accords qui feraient appel à la communauté d'intérêt des peuples confédérés, à leur proximité géographique et à l'identité culturelle, religieuse et ethnique de leurs habitants. Cependant, toutes les ligues n'étaient pas égales et ne revêtaient pas la même importance d'eux. Strabon rapporte que les ligues principales ont siégé dans 3 localités. Le sanctuaire de Poséidon sur l'île de Calorie, le temple d'Héra en Argolide et l'île de Délos, qui abritait un autel consacré à Apollon III. Selon Hérodote, le facteur de cohésion des 12 peuples éoliens réunis au sanctuaire d'Apollon était essentiellement religieux. 4. Son contemporain Strabon propose une interprétation distincte pour ce qui est du cas de l'amphictyonie de Lycie, composée de 23 cités, qui aurait eu, elle, une dimension surtout politique. 5. Cependant, il est probable que toutes les ligues aient eu à la fois une composante religieuse et une composante politico-défensive, et que leur priorité est variée dans le temps selon les circonstances et les objectifs du moment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les origines grecques ne jouaient qu'un rôle secondaire dans la convocation à l'amphictyonie. Des recherches récentes ont montré que le critère le plus important était l'ancienneté du statut de membre, élément déterminant pour prendre des engagements ou justifier le rejet des intrus, comme ce fut le cas pour les Macédoniens jusqu'à leur admission sous le règne de Philippe II. 6. Ce précepte était si profondément ancré dans les esprits, qu'il était même respecté par des intellectuels comme Démosthène qui, dans la fausse ambassade épais,
exalte le statut d'Amphiction, le mettant presque toujours au-dessus de celui des alliés tardifs 7. Les caractéristiques organisationnelles de l'Amphiction apparaissent sous leur forme la plus aboutie dans une ligue dont les représentants se réunissaient à l'automne aux Thermopyles, dans le temple de Déméter et au printemps à Delphes, près du temple d'Apollon. Selon Échine et Thucydide, les 12 tribus de l'Amphiction delphique disposaient chacune de 2 voix, indépendamment de leur poids démographique 8. Les délégués, tous élus par un vote populaire, formaient un conseil appelé Pylée qui était lui-même divisé en 2 chambres, celle des Pylagores et celle des Hieromnémons. On ne sait si le droit de vote existait dans les 2 instances ou seulement dans l'assemblée des Pylagores, considérée comme plus importante que l'autre. D'ailleurs, on n'a même pas de certitude concernant la supériorité hiérarchique supposée de la première. Si l'on en croit Aristophane, il y eut au moins une fois un Hieromnémon élu au poste de président du conseil et plus tard de général des troupes de l'Amphiction 9. Les réunions amphictyoniques comprenaient la participation aux sacrifices religieux et aux cérémonies festives. La liste des membres était généralement fixe, car le seul moyen d'entrer dans l'Amphiction était de prendre la place d'un membre actif qui avait été expulsé. Par contre, les institutions fonctionnaient, elles, de façon souple, de par leur relative ouverture religieuse et juridique. Échine signale que l'engagement principal que prenaient les membres consistait en la non-agression des cités alliées 10. À cela, Polybe ajoute la lutte contre la tyrannie et le joug du despotisme infligé au peuple 11. Tout aussi importante était la règle autorisant les Amphictions à mener la guerre contre les cités rebelles, parfois jusqu'à leur complète désintégration 12. La Ligue hellénique. En 388 AV. J.C., le roi Philippe II de Macédoine organisa la plus célèbre et la mieux organisée des Amphictyonies, la Ligue hellénique, dont le siège se trouvait dans l'isthme de Corinthe. La création de cette entité représentait la synthèse des traditions institutionnelles et intellectuelles grecques. Y étaient soulignés les objectifs de paix générale, d'union panhellénique, de cohésion interne face aux défis extérieurs et la suprématie de l'autorité de l'organe central sur celle des États membres 13. La représentation proportionnelle à la taille de l'État, qui était de mise dans les Amphictyonies antérieures, fut remplacée par un système de vote par entité, et les délégués furent autorisés à prendre, au nom de leur gouvernement, des décisions contraignantes qui engageaient fermement ce dernier. Philippe II approfondit cette structure en créant des comités chargés de superviser l'agenda de travail, le bon fonctionnement des secrétariats et les règles relatives à la discipline des membres de l'Assemblée. Comme les parlementaires que nous connaissons aujourd'hui, les délégués hellènes jouissaient d'une sorte d'immunité, mais à la fin de leur mandat, ils étaient tenus de répondre de leurs actes. Le statut de membre était permanent et la sécession était également interdite, mais en contrepartie les États pouvaient choisir librement leur forme de gouvernement. Par rapport aux Amphictyonies antérieures, la Ligue hellénique permettait un plus grand interventionnisme dans les affaires intérieures des États, d'une part parce que cela garantissait une défense efficace des institutions communes et d'autre part parce que cela correspondait au pouvoir autoritaire de Philippe de XIV. La postérité a vu dans la Ligue hellénique la tentative la plus importante d'unification de la Grèce, et certains auteurs pensent que si elle avait perduré, elle aurait débouché sur la création d'une fédération monarchique stable. Le dernier épisode de l'Amphictyonie grecque eut lieu aux alentours de l'année 280 AV. J.C. lorsque Corinthe redevint le siège de la Confédération ou Ligue égéenne, composée cette fois de 10 cités. Une des missions de cette ligue fut de combattre les Macédoniens puis les Spartes. Ces retentissantes victoires militaires ne l'empêchèrent cependant pas de succomber à la puissance de Rome. La longévité des Amphictyonies grecques et leur relative clarté organisationnelle auront un impact durable sur la pensée juridique et politique occidentale. Leur prestige, associé à l'ascension de Philippe II, puis au rôle que leur donna son successeur Alexandre le Grand et aux aspirations d'unité grecque, façonnera les normes juridiques romaines et par la suite les tentatives d'accord entre États en Europe et des siècles plus tard en Amérique latine. Leur idéalisation fut l'œuvre d'une longue liste d'auteurs gréco-latins, Échine, Démosthène, Hérodote, Strabon, Thucydide et le pacifiste Aristophane déjà mentionnés dans ce chapitre, mais aussi Pausanias, Plutarque, Polybe, Tite-Live et Xénophon XV. Bien que le thème de l'Amphictyonie ne soit pas dans leurs œuvres un objet d'analyse à part entière,
et qu'il soit souvent occulté par les faits circonstanciels auxquels il se rattache, il ne fait pas de doute que c'est là un des grands legs que nous a laissé l'Antiquité. Première postérité de l'Amphiktchonie. L'histoire raconte que la chute de Rome fut suivie de l'effondrement de l'unité chrétienne d'Occident, ce qui, en l'absence d'un ordre international capable de régler les relations entre les États nouvellement créés, fit de la guerre une réalité quasi permanente. Entre 1337 et 1453, les armées des rois de France, d'Angleterre et de Castille participèrent à la guerre dite de Cent Ans, conflagration née d'un différend d'ordre successoral et féodal causé par les rivalités entre les dynasties Capet, Valois et Plantagenêtaises. Peu après, les conflits entre catholiques et protestants prirent de l'ampleur en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Sous couvert de dissensions religieuses se dissimulaient en réalité des aspirations indépendantistes, les ambitions hégémoniques de certains États sur d'autres, ou d'intenses rivalités commerciales en cette aube d'une nouvelle ère d'expansion économique. En 172, un événement eut d'importantes conséquences sur la conscience religieuse du continent. L'assassinat d'entre 5 et 10 000 protestants français dans la nuit du 23 août, tragédie connue sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy. Ce drame, auquel s'ajouta la révolte des protestants de Bohême, marque le début de la guerre de 30 ans qui se prolongea officiellement jusqu'à la paix de Westphalie en 1648, mais qui dura en réalité jusqu'en 1697, date de la signature du traité de paix de Ryswick. Cette longue période de guerre marque la naissance d'un nouveau courant de pensée amphictyonique. Tour à tour, les esprits éclairés du continent défendent l'idée de la création d'instances d'arbitrage et de confédération par le biais de projets d'inspiration pacifiste ou religieuse. Dans un premier temps, ces auteurs en appellent à l'identité chrétienne du continent et cherchent à nouer des alliances anti-ottomanes. En 1306, Pierre Dubois, conseiller du roi de France, proposa dans De Recupratio Terre Sancte, de la récupération de la Terre Sainte, la création d'une fédération européenne avec à sa tête le pape. Il ne s'agissait pas d'une ligue fondamentaliste, dans la mesure où il était envisagé de transférer le pouvoir temporel au roi de France, qui avait pour mission d'unir sous son commandement tout le continent. La tâche la plus immédiate à laquelle devait s'atteler cette ligue était la reconquête de Jérusalem, et son institution phare était un congrès de représentants doté de pouvoirs d'arbitrage international, institution la plus adéquate pour prévenir la guerre selon Dubois 17. Plus proche de l'idéal unioniste, Dante Alighieri imagina la restauration de l'Empire romain sous la forme d'un gouvernement centralisé dirigé par un gouvernant impartial. Son plan, rédigé en 1310 et publié seulement en 1559, cherche aussi à limiter le pouvoir séculaire de la papauté. La prémisse de laquelle partait Dante, reprise par la suite par de nombreux auteurs, était que la principale source de conflits en Europe était la multiplication d'États et de royaumes, situation qui avait privé le continent des conditions nécessaires à son développement intellectuel. 18. Un demi-siècle après, le franciscain Marsil de Padoue proposa dans Defensor Pacis, le défenseur de la paix de 1363, la réorganisation d'un empire romain idéalisé selon la loi, c'est-à-dire la regula preceptiva et transgressorum coactiva, norme coercitive assortie de sanctions. À la différence de Dubois, et dans la lignée du de monarchia, de la monarchie, Marsil stipula la prévalence du pouvoir civil sur la papauté, jetant par là les bases d'une conception laïque de la Confédération gardienne de la paix. 19. Malgré la promotion des valeurs humanistes, le souffle de rénovation qui caractérisa la Renaissance n'apporta pas le remède aux guerres. Ces dernières se succédaient sans relâche et les accords de paix, devenus de simples instruments de domination, perdaient toute efficacité. C'est dans ce contexte que Desiderius Erasmus, Erasme de Rotterdam, fit connaître en 1516 son célèbre opuscule Querella Pacis Indigentium Ejectae Profligatec, la complainte de la paix. Il y proposait comme solution définitive au conflit entre princes l'établissement d'un tribunal composé d'abbés et de prêtres. Le monde entier est une patrie commune, affirme Erasme, et par conséquent les discordes entre les pays entre anglais, allemands et français n'ont aucune raison d'être. Pourquoi sommes-nous encore séparés par tous ces noms stupides, puisque le nom du Christ nous unit ? 20. Un autre travail prônant la création d'une confédération, quoique dans une finalité différente,
Les articles généraux de la paix universelle, d'un auteur anonyme, publié en 1595, présentaient en 25 articles un pacte de paix universelle et ce, dans un double but contradictoire. Pacifier le continent et en même temps créer une alliance militaire qui délivrerait Jérusalem de la domination ottomane 21. La rationalité amphictyonique de ce projet et de ceux qui l'avaient précédé, encore diffuse et liée à des considérations religieuses ou dictées par la rivalité avec l'Empire ottoman, ira en s'affirmant pendant les XVIe et XVIIe siècles, jusqu'à donner naissance au plus complet et au plus ambitieux projet amphictyonique jamais élaboré, la République chrétienne du duc de Sully. Chapitre 2 – Un plan aux allures d'essai pratique. République. Composée de tous les États, royaumes, républiques et seigneuries faisant profession de la foi chrétienne en Europe. Duc de Sully. En 1639 ou 1640 sont publiés dans un château de la Loire les 2 premiers tomes des Mémoires des sages et royales aux économies d'Istat, domestique, politique et militaire de Henri le Grand de Maximilien de Béthune, le célèbre duc de Sully 22. À cette époque, rien ne laissait présager que son contenu allait donner lieu à une polémique quasi permanente. Ces pages denses, mélange d'histoire nationale, de chroniques de palais, de documents officiels et son style confus n'en faisaient pas un ouvrage supérieur en qualité à d'autres textes rédigés par de hauts fonctionnaires français. Cependant, sous son apparence austère se cachait un projet d'Union européenne proposé comme solution à des problèmes à court, moyen et long terme, qui deviendrait avec le temps le précurseur de l'intégration du vieux continent. Les différentes sections de ce chapitre sont consacrées à l'analyse des diverses versions et significations des mémoires. La première section explicite brièvement le contexte dans lequel fut préparé l'ouvrage. La deuxième présente les caractéristiques du projet de confédération et la troisième creuse la question des discordances entre les différentes versions. Dans les 4e, 5e et 6e sections sont étudiées la chronologie de la rédaction, les modifications apportées au manuscrit, surtout celles qui concernent la mission apocryphe de Sully en Angleterre, et leurs canaux de diffusion. Le chapitre suivant discutera la thèse de l'antériorité historique des travaux d'Aymeric Crusset par rapport aux mémoires, point sur lequel nous achèverons notre étude de la réception du premier projet paneuropéen. Le superintendant des finances. Le superintendant des finances du roi Henri IV naquit au sein d'une famille d'aristocrates huguenots, le 13 décembre 1559 à Rosny-sur-Seine. Il mourut à Villebon le 22 décembre 1641 à l'âge de 81 ans, peu de temps après avoir remis à l'imprimerie son œuvre principale. La célébrité de Sully est liée au règne d'Henri IV, dont il fut un proche collaborateur entre mars 1572 et le 14 mai 1610, date à laquelle le roi fut assassiné par un fanatique religieux 23. Sully marqua les esprits par sa gestion judicieuse des affaires économiques. Il rétablit l'équilibre budgétaire, oublié depuis un siècle, 24, et relança les activités de production, gravement perturbées par de longues guerres intestines. Aux côtés du souverain, il œuvra également pour l'indépendance des magistrats, le développement de l'agriculture, l'unification française par le biais du contrôle des unions matrimoniales entre les grandes familles, la souveraineté financière du pays, la libre circulation des marchandises à l'intérieur du pays, la reforestation, la protection des eaux et de la faune, ainsi que l'agrandissement du Louvre, où il fit héberger des artistes et des artisans 25. Outre la superintendance, Sully occupa également les postes de conseiller d'État, de gouverneur de la Bastille, de grand maître des ponts et chaussées, et il aurait même pu accéder à la plus haute responsabilité militaire s'il avait accepté de se convertir au catholicisme, religion officielle de la monarchie française 26. Pendant son mandat, le roi lui accorda le titre de duc de Sully qui vint remplacer celui de marquis de Rosny qu'il détenait jusqu'alors. Grâce à ses multiples revenus et à son flair en matière d'investissement, il fut à la tête d'une des plus grandes fortunes de France, 2 300 000 livres en 1610, un peu plus du double en 1641-27. À la mort d'Henri IV, Sully se retira dans son château de Rosny et c'est là que, dans une atmosphère parfois mouvementée, il rédigea ses mémoires. Pour cela, il se servit d'un journal fragmentaire et de divers documents officiels, parmi lesquels les comptes rendus du Conseil des ministres et les minutes de ses conversations avec le roi.
Il est probable que Sully ait réuni ces volumineuses archives dans le simple but de faire œuvre de mémorialiste. Mais il vit promptement s'accroître leur utilité dans le contexte de l'hostilité grandissante à son égard de la régente Marie de Médicis et de la publication de plusieurs ouvrages qui laissaient dans l'ombre sa contribution à la prospérité française. Face au traitement injuste qui lui fut réservé en particulier dans les lettres du cardinal d'Ossat, dans les mémoires d'Istat de Nicolas de Neufville, sire de Villeroy, le principal conseiller d'Henri IV après Sully, et dans l'Histoire de France de Scipion Duplex, Sully éprouva un certain ressentiment. Avec l'aide de 2 puis de 4 secrétaires, et après de multiples retouches et additions, Sully transforma son manuscrit en un vaste rapport richement documenté sur les actes de gouvernement dans lesquels il avait joué un rôle important, qu'il en eût été l'inspirateur ou le maître d'œuvre 28. La Confédération européenne. Dans la lettre de M. de Sully au Roy, un des documents les plus commentés des mémoires, le superintendant de France expose la nécessité de créer un corps commun de républiques chrétiennes, toujours pacifiques dans elles-mêmes, qui soit composé de tous les États, royaumes, républiques et seigneuries, faisant profession de nom de Jésus-Christ, dans l'Europe, 29. Le projet n'est pas entièrement œcuménique, puisqu'il exclut la Turquie, accusée d'être le refuge des ennemis de la loi et d'occuper la Terre Sainte, ainsi que la Russie, parce qu'elle se trouve essentiellement en Asie, qu'elle intègre des nations païennes et qu'elle pratique un rite chrétien différent du rite européen 30. Le mécanisme destiné à sceller la paix entre les États associés est l'arbitrage international, rendu par un congrès de commissaires renouvelable tous les 3 ans, dont les fonctions générales comprenaient l'analyse et la proposition de solutions relatives aux affaires courantes de la Confédération 31. 2 conditions importantes présidaient à la création de la République chrétienne. D'une part, la réorganisation territoriale du continent dans le but d'équilibrer les relations entre les différentes puissances, et d'autre part la défense du principe de tolérance religieuse, cher à la pensée et aux actions d'Henri IV et de son principal ministre. Les modifications des frontières européennes devaient se faire selon le critère de la défense de la nationalité, entendue comme une réalité linguistique, et selon une relative parité militaire, économique et territoriale des pays. Il ne fait guère de doute que ces principes n'étaient pas sans arrière-pensée, et qu'ils visaient à limiter l'influence de la Maison d'Autriche en la cantonnant à ses possessions espagnoles 32. Sully explique la nécessité de tolérance religieuse en utilisant un argument de l'ordre du constat historique. Il est impossible de faire fusionner les divers credos européens. Celui qui voudra entreprendre de régler les créances religieuses et les réduire en une semblable, se jettera dans des labyrinthes sans issue, et s'exposera à des peines et travaux innombrables, tout ainsi que s'il vouloir entreprendre de sonder les décrets de la divinité, pénétreur dans ses intentions, et rechercher les causes pour lesquelles Dieu, lui qui tient les volontés et les actions des hommes en sa main, laisse si grande quantité de peuple errer à l'aventure. 33. C'est la raison pour laquelle il rejette la religion comme justification des guerres et exhorte les monarques à laisser à Dieu le régime des esprits pour les choses spirituelles, et à se contenter des services corporels pour les choses civiles et temporelles. 34. Il propose la règle pratique de tolérance suivante: que personne ne soit poursuivi dans sa personne ou dans ses biens, à cause de ses croyances religieuses. Le monarque a le pouvoir de fixer l'ordre religieux de son royaume, mais les citoyens ne professant pas les cultes reconnus devaient pouvoir abandonner le pays avec tous leurs biens dans un délai de 1 an et 1 jour. 35. Les caractéristiques de l'organisation. Sully précise les caractéristiques de l'organisation européenne dans 2 projets successifs. Le premier prévoit un congrès composé de 66 députés, nommés pour 3 ans selon la répartition suivante. 4 représentants pour chaque grande puissance, à savoir la papauté, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Pologne et la seigneurie de Venise, et 2 pour les puissances moyennes, la Hongrie, la Bohême, Naples, la Sicile et la Sardaigne, les cantons suisses, les Pays-Bas, les duchés de Florence, Milan, Savoie, Mantoue, Parme, Modène et Gênes. 36. Comme siège du corps délibératif, il propose les villes se trouvant à équidistance des pays représentés: Cracovie pour les délégués de Pologne, de Suède, du Danemark et d'Allemagne, 30 pour la Suisse, le Tyrol, la Hongrie, Naples, la Sicile et Candie, et Paris ou Burgos pour la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Quant au second projet,
Il institue un conseil général capable de gérer les réclamations des pays membres et 6 assemblées particulières ou régionales 37. Le conseil général devait être composé de 40 représentants, dont une moitié proviendrait des grandes puissances et l'autre moitié des petits États, ce qui permettrait que les résolutions importantes de la Confédération résultent d'un consensus entre les deux groupes de pays. À cette dynamique d'équilibre, Sully ajoute une participation différenciée à l'effort défensif. Les grands devaient contribuer à hauteur de 58% des effectifs, 62% des chevaux et 55% des pièces d'artillerie des forces de la Confédération. Pour ce qui est de la force navale, domaine dans lequel certains petits États disposaient de ressources plus importantes, les grandes puissances ne participaient qu'à concurrence de 42%. Le Conseil général ou continental était compétent pour tous les objectifs, les guerres et les questions touchant à la République chrétienne, ce qui instituait un droit d'ingérence dans les affaires intérieures des membres de la Confédération. Le Conseil avait une autre fonction importante, celle de constituer l'ultime instance de recours en ce qui concernait les décisions prises par les conseils particuliers. En conclusion de ce second projet, Sully recommandait d'adopter le principe d'un siège itinérant qui serait situé de façon rotative à Metz, Luxembourg, Nancy, Cologne, Francfort, Bâle, Heidelberg, tandis que les conseils particuliers chargés de résoudre les problèmes spécifiques de chaque localité devaient le faire à Danzig, Nuremberg, Vienne, Bologne et Constance, le 6e siège étant laissé au libre choix des membres. Les étapes de l'élaboration des mémoires. La plupart des controverses autour des mémoires sont liées à la question des différentes versions du projet confédéral. Selon Christian Pfister, le texte est composé de 3 manuscrits distincts. La rédaction du premier commença en 1611 et s'acheva vers 1617. Le second couvre la période 1618 à 1638, à la fin de laquelle les 2 premiers tomes sont édités. Le dernier se prolonge jusqu'en 1662, date à laquelle la dernière partie de l'œuvre fut publiée à titre posthume 38. La découverte postérieure d'un manuscrit ayant été en possession du marquis de Rosambeau a permis à David Buisseret et Bernard Barbiche d'établir une nouvelle chronologie et l'existence de 6 manuscrits différents. 1. Une première rédaction aurait donné naissance à un brouillon de 69 pages, révisé et corrigé par Sully, manuscrit Rosambeau. 2. Une deuxième rédaction, plus développée et antérieure à 1617. Elle contenait 145 lettres adressées à Sully par le roi et Villeroy entre 1594 et 1604. Ce texte n'est pas structuré en chapitres, mais comporte des indications concernant la place des séparations typographiques à laisser. 3. Une troisième rédaction, conservée en partie seulement, qui comporte les observations de Sully à propos de l'organisation en chapitres et des erreurs de copie. Cette version est quasiment identique à la deuxième et est elle aussi annotée de la main de Sully. 4. Une quatrième rédaction, composée d'un manuscrit traitant la période 1594 à 1595 avec plusieurs corrections de Sully. 5. Le manuscrit connu sous le nom d'édition de 1638, composé de 2 tomes in-folio. Malgré la date figurant sur le frontispice, la publication eut lieu plus tard. Les travaux d'édition commencèrent durant les premiers mois de 1639 et durèrent au moins 1 an. 6. L'édition de 1662, réalisée par Augustin Courbet, qui réunit en un seul volume les 3e et 4e tomes. Le premier couvre la période 1606 à 1610 et le suivant les événements survenus après la mort d'Henri IV. Les documents apocryphes. Quasiment dès leur publication, les mémoires suscitèrent une polémique liée à l'authenticité douteuse de certains documents y figurant. La méfiance n'était pas générale, mais elle était persistante et plusieurs auteurs s'en firent l'écho, jusqu'à ce que les recherches de Pfister permettent de trancher la question. En comparant le manuscrit de 1617 et l'édition de 1638, Pfister conclut sans aucun doute possible que les documents ayant trait au soutien apporté par Henri IV à la création de la République chrétienne sont apocryphes 39. Il s'agit en général de lettres ou de minutes non datées, qui relatent une supposée ambassade de Sully en Angleterre en 1601, à l'occasion de laquelle il aurait négocié avec la reine Élisabeth Ier les accords servant de base à l'établissement de la Confédération européenne. À propos de cette mission, Sully inclut dans son œuvre d'autres éléments et anecdotes destinés à donner un semblant de vraisemblance à un projet que beaucoup considéraient comme utopique.
Dans l'une de ses lettres, Sully s'interroge sur les avantages qu'il y aurait à suivre tout ce qui avait été convenu entre le roi de France et la reine d'Angleterre en l'année 1601. Dans une autre, il souligne que cette année fut le point de départ des traités internationaux destinés à jeter les bases d'une future confédération 40. Selon Sully, sa mission ferait suite à une missive envoyée par la reine Élisabeth, dont Adrien Descloseaux a montré qu'elle aussi était fausse 41. Avant de poursuivre notre démonstration, considérons une preuve supplémentaire du caractère apocryphe et tardif de ces lettres. Elle est liée à l'éloge posthume écrit par Sully en l'honneur d'Henri IV, composé d'une vingtaine de pages publiées dans une édition bilingue, en français et en latin, 5 ans après la mort du souverain et plus de 20 ans avant la première édition des Mémoires 42. Pour mettre en relief la vie et les actions du roi français, Sully les compare aux exploits de César, l'empereur romain conquérant des Gaules. Établissant un parallèle entre les deux grands hommes, il disserte sur la similitude de leurs origines, de leurs actes politiques, de leurs victoires et défaites militaires, des grands travaux qu'ils ont réalisés, etc. Le parallélisme est si poussé qu'il inclut même des éléments quelque peu futiles, comme les traits communs de leurs ennemis respectifs ou le fait qu'ils aient tous deux écourté la durée des messes, mais à aucun moment Sully ne fait allusion au grand dessein ou à la République chrétienne. Quels motifs ont pu pousser Sully à altérer de la sorte son manuscrit ? Sans aucun doute, quelque chose a changé dans sa vie entre 1615 et 1638, c'est-à-dire entre les 3 premières rédactions et la 4e. Edmund Dickerman a creusé ce point et observé qu'à la chute de la régente en 1617, le roi Louis XIII, fils d'Henri IV, convoqua tous les anciens ministres de son père pour les intégrer à son cabinet, à une exception, Sully lui-même. Ce dernier, qui nourrissait l'espoir de réintégrer le gouvernement et composait avec grand soin son livre comme une ultime tentative désespérée de revenir au pouvoir, voyant ses chances de le faire réduites à néant, entreprit de modifier certains passages, guidé par la seule pensée du message qu'il laisserait à la postérité 43. Quoique plausible, cette explication avancée par Dickerman ne répond pas à une question centrale de son hypothèse. Pourquoi le ministre favori d'Henri IV aurait-il choisi comme thème de ses arguties le grand dessein et non pas un autre thème moins polémique et plus prestigieux ? Comme il a été dit précédemment, du vivant de Sully le projet amphictyonique était considéré comme illusoire, et ceux qui doutaient de la participation du roi au projet pan-européen le faisaient en partie pour protéger sa mémoire, en lui évitant d'être associé à un plan utopique. Une lecture dépassionnée de l'œuvre de Sully suggère l'existence de motifs plus complexes. La tentative d'Henri IV de créer une vaste alliance européenne, dont Sully s'occupa personnellement à partir de 1603, était complémentaire, ou coïncidait en plusieurs points, voire put être considérée comme une étape dans la création de la Confédération continentale. Lorsque Sully arriva à la cour britannique en juin 1603, il était porteur d'un pli contenant des instructions officielles préparées par le Conseil de gouvernement. Bien que le contenu de ce document soit connu, il était précisément orienté vers la création de ladite alliance. Il est impossible de savoir la portée que lui donna Sully lors de son exposé oral 44. Dans l'appréciation de cette affaire, il convient de garder à l'esprit certains contre-exemples qui révèlent au contraire la probité de Sully, tels que ses principes d'administration publique ou le fait qu'il ait mis en place la première gestion transparente de toute l'histoire de France. De 1600, date à laquelle il prend le poste de grand maître. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.